passionnés du livre, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine littéraire Entre les lignes qui reçoit aujourd'hui M. Charles Pémont, auteur de ce livre, La ligne d'or. Bonsoir monsieur. Bonsoir Eva. Merci pour votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter. Alors vous êtes déjà auteur de 2 romans publiés sous pseudo. Tout à fait. Et La ligne d'or dont nous allons parler aujourd'hui est votre premier roman sous votre véritable identité. Tout à fait. Alors pourquoi vous décidez d'écrire sous Charles Pémont pour ce livre? Oui, parce que c'est le livre que je peux assumer. Les 2 premiers ouvrages étaient des ouvrages de commande pour des collections qui avaient déjà... Bon, j'ai fait des conférences pour dire que ce n'était pas des collections à l'eau de rose, que c'était des œuvres sentimentales. D'accord. Voilà, parce que à l'eau de rose, c'était péjoratif, alors que des œuvres sentimentales, c'était plus valorisant. Voilà, ce sont des œuvres qui veulent accompagner l'individu dans son cheminement affectif. Donc, je crois que c'était un objectif assez louable. Mais c'était des ouvrages écrits dans des canevas. Il y avait un canevas d'écriture qu'il fallait respecter. Il y avait un début, il y avait un milieu, il y avait une fin. Et il y avait un schéma que tout le monde devait suivre. On ne pouvait pas sortir de ce schéma-là. Et donc, j'avais signé Charlie Légende. Charlie Légende, juste comme ça, parce que je ne voulais pas que ce soit trop loin non plus de mon prénom, qui est Charles. Mais là, La ligne d'or, c'est une œuvre d'esprit pleinement assumée par son auteur. C'est une œuvre de développement personnel, une œuvre de philosophie, mais en même temps, une œuvre aussi affective. Vous voyez? Et donc, dans ce type d'écriture, je peux y mettre ce que je veux. Et c'est la personnalité de l'auteur qui s'exprime. Voilà pourquoi j'ai signé Charles Pémont pour cet ouvrage-ci. Alors, vous décrivez cette œuvre comme une œuvre de développement personnel, une œuvre également de philosophie. La ligne d'or, déjà, c'est un titre qui interpelle. À la lecture de l'ouvrage, on comprend mieux ce que vous appelez la ligne d'or. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu l'œuvre et qui vont le faire, on l'imagine très bientôt, comment vous définiriez cette ligne d'or? Et là, j'essaie de mettre vraiment les lecteurs très à l'aise. Quand vous prenez l'ouvrage, dès le premier paragraphe, tout le monde sait automatiquement ce que c'est que la ligne d'or. Tout de go, je dirais que la ligne d'or, c'est l'objectif suprême ou ultime que chaque individu se fixe pour sa propre vie et qu'il doit être en mesure d'atteindre ou de dépasser pour estimer avoir réussi sa vie. Mais comme je savais que ça allait être un peu complexe, parce que c'est un titre qui est... La ligne d'or, c'est tiré du vocabulaire de l'architecture, et qui a été adapté. Donc c'est vraiment une métaphore. Ça a été adapté à une œuvre romanesque. Et pour faciliter la compréhension du titre, dès le premier paragraphe, cela est expliqué. J'ai dit que les esprits élevés savent que l'horizon est une ligne, que l'on soit sur terre, en mer ou dans les airs. C'est la ligne d'or. Quiconque veut atteindre les sommets de l'épanouissement humain doit apprendre à marcher en direction de la ligne d'or, c'est-à-dire se projeter bien au-delà des difficultés et contingences visibles et dans quelques espaces où le mènent les lignes du destin se battent pour s'accomplir, sachant d'avance que rien ne s'octroie, tout s'arrache. Vous voyez, dès qu'on commence à lire le livre, on comprend. Tout le reste n'est que la construction littéraire pour développer et approfondir le titre. Alors l'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui explique en tout cas son parcours personnel pour atteindre cette ligne d'or que vous décrivez donc en première page. Pour vous, quel est le plus important dans l'accomplissement d'un homme? C'est réussir sa vie ou c'est réussir dans sa vie? Waouh! Réussir sa vie, réussir dans sa vie. Je pense que les deux. Réussir sa vie, c'est réussir également dans sa vie. Mais réussir dans sa vie et réussir à impacter son environnement immédiat, c'est vraiment la ligne d'or. C'est-à-dire, on réussit pour soi et on réussit aussi pour les autres parce qu'on vit dans une communauté. On ne peut pas avoir un parcours individuel parce que toute la communauté est autour de nous depuis la naissance. C'est pour cela qu'il est important que chaque enfant puisse naître au moins, même si c'est une famille monoparentale, peu importe, mais il faut qu'il y ait au moins un parent qui puisse accompagner l'enfant dans son cheminement, pour lui inculquer déjà les valeurs et pour lui apprendre à vivre au sein de la communauté afin de pouvoir réussir sa vie ou réussir dans sa vie, comme vous dites, et en même temps aussi réussir à impacter son environnement immédiat et même l'environnement lointain. Parce que ceux qui sont au loin et qui vous observent, lorsque vous agissez, vous devenez un modèle. La vie des individus devient en même temps la vie de la communauté. Et c'est comme ça que moi je perçois les choses. Très bien. Alors pour y arriver, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. On l'a dit, au fil de l'œuvre se tissent de nombreux sujets qui viennent enrichir le texte, notamment l'amitié.
qui pour vous est quelque chose de très important. On a ici l'exemple de notre héroïne et de son amie Saint-Tiche, qui l'accompagne pratiquement dans toutes les épreuves de sa vie. Alors pour vous, la place de l'amitié donc dans la vie? Un ami, lorsque vous vous rencontrez, parfois dans des circonstances anodines, mais lorsque vous cheminez avec cette personne, vous vous rendez compte que vous avez des affinités. Pas forcément que la personne vous dit toujours ce qui vous plaît. Vous avez remarqué qu'elle n'a pas toujours été d'accord avec Saint-Tiche. Mais vous remarquez que la personne quand même est sincère dans sa marche avec vous. Et la personne aussi remarque que vous êtes sincère avec elle. À partir de ce moment-là, naît ce qu'on appelle l'amitié. Et cette amitié-là est parfois plus forte que les liens de famille. Parce que parfois, les parents peuvent vous abandonner, mais un ami va toujours être là à vos côtés pour vous accompagner. Et c'est ce type d'amitié-là qui ne trahit pas. Cette amitié fondée sur une relation d'amour véritable. C'est ce que j'essaie de promouvoir à travers ce livre. Très bien. Comme on le dit, un bon ami vaut mieux qu'un mauvais frère. Alors, cette jeune fille… Cela dit, un frère peut être aussi un ami. Une sœur peut être une amie. Voilà. Parce que dans la famille, on peut avoir des gens qui sont comme des amis. Et même le père peut être un ami. La mère peut être également une amie. Très bien. Alors, l'histoire de cette jeune fille, on va en parler parce que c'est l'héroïne de ce livre qui chemine jusqu'à sa ligne d'or. Donc, elle est jeune, elle est nourrie, je dirais même abreuvée de conseils de ses parents. Et à certains moments, on se demande, est-ce que, on ne sait pas trop l'âge de la jeune fille à ce moment-là, mais est-ce que ces conseils ne sont pas un peu trop matures, justement, pour une jeune fille de cet âge? À vous de le voir. Hein. À vous de le voir. Moi, je connais des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qui ont des réflexions vraiment matures. Et je m'excuse, en même temps, je connais des jeunes dames de 30 ans, de 40 ans qui sont totalement immatures. Mais je pense que l'éducation de base, ça compte beaucoup. Parce que les parents ne se sont pas contentés de lui inculquer des valeurs, mais eux-mêmes vivaient ces valeurs-là. Eux-mêmes, ils incarnaient ces valeurs. Et pourtant, quand on lit le livre, on se rend compte qu'eux-mêmes n'étaient pas des valeurs au départ. Voyez. On s'en rend compte à la fin de l'œuvre. Voilà, ils n'étaient pas des valeurs des valeurs au départ, mais après, ils ont atteint un niveau de maturité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils fondent leur foyer. C'est pour ça qu'il est important un petit conseil au passage, pour fonder un foyer, il faut atteindre ce niveau de maturité. Tout à fait, de responsabilité également. Alors à la page 20, vous dites, pourtant depuis l'âge de 12 ans, des hommes, des plus jeunes ou plus âgés me courtisaient, chacun selon son lexique ou son art. Ils me disaient tous que j'étais belle et s'imaginaient que ces compliments de pacotille m'émouvraient. J'étais belle, ma mère me l'avait déjà dit, mon père me l'avait confirmé. À 12 ans déjà, elle a cette façon de penser parce que sa mère ne cesse de lui dire que les hommes veulent profiter de toi. Donc, aie toujours à l'esprit que tu es précieuse, que tu es une perle, que tu n'as pas à offrir à n'importe qui. Et déjà à 12 ans, quand on lui fait des compliments, elle dit, en tout cas elle se dit, je sais que je suis belle, mon père me l'a dit, ma mère me l'a dit. Donc, ce que vous hommes, pour atteindre un objectif X ou Y, n'a pas vraiment d'influence sur ce que je pense et sur ce que je fais. Vous savez, souvent les parents se disent à quel moment il faut qu'on enseigne aux enfants à être vigilants. On pense que les enfants sont enfants. Ils ne sont plus enfants. Aujourd'hui, je crois que la plus jeune mère, en Côte d'Ivoire, je crois, elle était aussi au CM1, à 9 ans. Voilà. On pense que les enfants sont les enfants ne sont plus les enfants à cause des médias, à cause de l'Internet. Les enfants, ils ont des téléphones. Aujourd'hui, la petite, elle a 10 ans, elle a 11 ans, elle a 12 ans, elle a son téléphone. Des informations. Voilà, des informations. Non, c'est très tôt qu'il faut déjà les avertir. C'est très tôt qu'il faut les conditionner. Et c'est ce que les parents ont fait. Parce que les compliments, ça tourne la tête à tout le monde, et pas seulement les femmes. Les compliments, ça tourne la tête à tout le monde. Mais même patron, il est sensible aux compliments. Il y a des patrons, oui, patron, vous êtes le meilleur. Tout ça parce que le travailleur, qui n'est pas très bon peut-être dans sa formation, veut passer par des éloges, par des compliments, voilà, des flatteries. Donc, ça, c'est important. Alors, la petite, à 12 ans déjà, elle était conditionnée. Puisque la mère elle-même, vous avez vu qu'elle avait commis une erreur de jeunesse.
son père, à elle, pensait qu'elle était petite. Mais elle avait eu une grossesse qu'elle a dû enlever sans que le père ne sache. Il a toujours certainement pensé que sa fille était l'adorable petite fille sage, etc. Donc, elle a compris ça. Elle a compris que très tôt, il fallait éduquer sa fille dans ce sens. Alors justement, sa fille qui, à l'âge de 10 ans, a un répétiteur, et on va en parler parce que c'est des cas qui sont légion. On en entend souvent parler dans la presse, dans les faits divers. Donc, il y avait son répétiteur qui était beaucoup plus âgé, qui tente d'abuser de cette jeune fille. Et tout de suite, son premier réflexe, c'est de courir en informer son père. Ce que les jeunes filles ne font pas toujours, parce qu'il y a ce sentiment aussi de culpabilité-là et de honte. Et peut-être le manque d'intimité, de complicité avec les parents qui fait que les jeunes filles ne sont pas toujours promptes à dénoncer ce qu'elles subissent à leurs parents. Vous avez tout à fait compris l'esprit de la ligne d'or. Et c'est pour cela que quand on parlait d'amitié, j'ai parlé d'amis dehors, j'ai parlé frères, amis, sœurs, amis, mais également parents, amis. C'est ce que les parents ont fait. Les parents, le père s'est toujours comporté, bien qu'étant père, il s'est toujours comporté comme un ami à sa fille. Il ne lui cachait rien, enfin, sauf ce qu'on peut cacher aux enfants. Sauf ce qu'on peut cacher aux enfants. Mais dans l'ensemble, il ne lui cachait rien. De telle sorte qu'elle aussi, elle a le réflexe de rien lui cacher. Quand vous créez un mystère autour de vous, les enfants créent un mystère autour d'eux. Mais quand vous faites beaucoup d'ouverture, les enfants aussi font beaucoup d'ouverture. Et surtout qu'elle a été conditionnée dans ce sens, pour éviter des erreurs. N'oublions pas que dans la cour voisine, il y a eu un cas d'abus sur mineur. Et la petite, elle a gardé le silence jusqu'à ce que le scandale éclate. Et quand Mao, le répétiteur, joue à ce jeu-là, elle ne veut pas que ça perdure. Parce que tant qu'elle se tairait, il pourrait croire qu'elle était complice, qu'elle aimait ça. Alors qu'elle n'aimait pas ça. Et donc, elle a fait semblant d'avoir soif. Et elle s'est retirée dans la maison. Et c'est là qu'elle a informé le père. Et comme ça que Mao, le répétiteur, a été vidé. Parce qu'ils sont répétiteurs. Les parents ont confiance en eux, leur confient leur progéniture. Ils s'en vont au travail, des activités, mais ils sont dans la maison et souvent, ils ne jouent pas toujours leur rôle de répétiteur. Souvent, ils jouent leur rôle, même pas d'amoureux. Ce sont juste des pervers qui veulent abuser de l'innocence des petites filles. Justement, on va prendre le cas de Clara et Vanessa, les deux petites cousines de Saint-Tiche, les donc jumelles. l'amie de notre héroïne, qui sont de petites orphelines recueillies par leur tante, qui les élève dans un laxisme incroyable, au point qu'à 10 ans, elles ont déjà des petits copains, elles s'adonnent déjà on dira au péché de chair, quand elles sont surprises par l'héroïne, qui décide de leur faire la morale. Oui. Et la petite qui lui dit que tu n'as pas à me faire la morale parce que tu n'es pas ma mère. Mais elle a le courage de dire à notre héroïne, justement, qui n'a pas de nom. Hein. Vous avez remarqué que notre héroïne n'a pas de nom, son père n'a pas de nom, sa mère n'a pas de nom, justement pour que chacun s'identifie à cette famille-là. Voilà. Mais quand elle essaie par amour, parce qu'elle a toujours pris ces petites-là aussi comme ses petites sœurs, puisqu'elle est fille unique. Donc quand elle voit des plus jeunes qu'elle, elle les prend pour ses petites sœurs. Elle dit non, tu n'es pas ma mère, tu n'as pas à me faire de leçons. Et qu'est-ce que tu fais de ma liberté? Mais justement parce que la mère de Saint-Tiche, qui était occupée à leur éducation, leur laissait un peu trop de liberté. L'amour qu'on a pour les enfants, ce n'est pas de leur octroyer trop de liberté, trop de liberté, trop de liberté. Bon, un moment, on peut la comprendre. Ces jumelles sont les filles de sa sœur jumelle aussi, qui est défunte. Hein? Et donc, elle a pris... elle est morte en couche. Elle est morte en couche. J'ai voulu parler un peu des phénomènes des femmes qui meurent dans la vie, quoi. Elle est morte en couche, donc elle les a prises vraiment bébés. Et pour elle, en pensant à sa sœur, il fallait pas leur crier dessus, il fallait les dorloter, il fallait tout leur permettre. Mais c'était le pire service qu'elle pouvait leur rendre. Et on verra comment ça finit d'abord, voilà, parce qu'on ne va pas tout dévoiler non plus, il faut laisser quand même du mystère pour les lecteurs. Tout à fait. Alors, notre héroïne, au cours d'une soirée, se laisse convaincre par ses amis. C'était au cours de la journée, c'était l'anniversaire de Saint-Tiche. Voilà. Elle se laisse convaincre par ses amis, elle consomme de l'alcool, bien qu'ayant été mise en garde à de nombreuses reprises par ses parents. Oui. Mais elle est jeune, elle décide de boire de la bière, elle a la tête qui tourne et là, elle échappe à une tentative de viol. Oui, parce que c'est ça aussi les dégâts de l'alcool. Elle n'avait pas l'habitude de boire et une fois, elle a voulu jouir de ce que les jeunes gens appellent leur liberté.
Les parents ne sont pas là, on allait à l'anniversaire de Saint-Tiche, donc voilà, les grandes personnes ne sont pas là. Et quand on envoie nos enfants à des anniversaires, on n'est pas là, parce que ça fait ringard de voir papa ou maman là, l'anniversaire des jeunes gens. Mais j'ai dit que nos enfants ne sont plus des enfants. Nos enfants sont en contact avec le sexe depuis, même à l'âge de préadolescence. Et donc voilà, ces jeunes gens qui l'ont observé, qui dandinait un peu, et elle va aux toilettes pour se soulager, alors ils se disent que c'est le moment. Elle a heureusement un brin de lucidité, et elle se met à crier au viol, parce que c'était leur objectif. Ils ont commencé déjà à pratiquer des attouchements, etc. Elle ne voulait pas. Elle s'était exprimée qu'elle ne voulait pas. Voilà, c'était que ça allait vraiment être un viol si ça avait réussi. Parce qu'elle a exprimé qu'elle ne voulait pas. Le fait de dire non, ça veut dire qu'elle ne veut pas. Et même on dit aujourd'hui que même dans une vie de couple, quand madame dit qu'elle ne veut pas, si vous faites, c'est un viol. C'est un viol conjugal. Voilà, un viol conjugal. Voilà. Bah oui, c'est l'expression, le viol conjugal. Ouais, mais oui, beaucoup ne sont pas d'accord avec cette formulation. Mais oui, mais c'est un viol effectivement parce qu'elle ne veut pas. Voilà. Alors, et donc là, elle ne veut pas et ils insistent, ils commencent à la presser. Ils sont 3, je crois. Ils sont 3 contre une petite fille de 15 ans. Et elle a un chevalier servant qui vient à son secours. Oui, Démosthène justement, qui plus tard sera son mari. Hein, et Démosthène qu'elle a rencontré au cours de cet anniversaire, avec qui elle a échangé. Mais Démosthène qui avait bien remarqué que notre héroïne s'intéressait à lui, donc il a essayé de faire un peu le malin, il a essayé de... Alors, cette histoire, je reviens là-dessus parce que, bon, après dénonciation, finalement, l'histoire se règle plutôt à l'amiable, on dira. Oui, bien sûr. Parce que les jeunes gens, on appelle leurs parents, qui leur font la morale et tout. Oui, et à l'école. Et à l'école également. Oui. Mais justement, la plupart de ces problèmes de mœurs-là ont l'habitude d'être traités sous le couvert, je dirais. Quand c'est dans le quartier, dans la famille, on n'a pas l'habitude de dénoncer cela aux autorités compétentes pour que la police s'en charge. Et ça, c'est ce que je reproche à cette histoire. Pourquoi s'arrêter là? Est-ce que c'était suffisant? Ils ont quand même tenté de la violer, vous l'avez bien dit, et on sait que le viol est un crime. Bien sûr. Alors, cette histoire qui est aussi choquante se règle en famille, dans le quartier, et puis on passe à autre chose. Oui, parce que c'est comme ça que l'Afrique fonctionne. Je ne sais pas trop si c'est en notre défaveur ou en notre faveur, mais c'est bon, d'abord, le viol n'a pas été consommé, mais il y a l'intention, déjà le crime est là. Il y a agression en tout cas. Ah, oui, mais le crime est là, c'est sûr. Mais on réfléchit en Afrique, on se dit quoi? On prend ces 3 jeunes gens de 15, 16 ou 17 ans, on les met en prison, est-ce qu'ils vont en sortir meilleurs ou alors ils vont en sortir assagis? Souvent, ils en sortent pire, voilà. Et donc, on essaie d'abord de voir au niveau de la famille comment on peut régler cela. Ça, c'est, je m'excuse, mais ce sont les valeurs africaines. Tout à fait. Ce sont les valeurs africaines. Et même on dit chez nous que même quand on tue quelqu'un, on peut demander pardon, on met la personne en quarantaine pendant un certain moment et puis après, la personne réintègre la société. Voilà, et donc, ça s'est réglé à l'amiable. Bon, vous aurez peut-être voulu qu'on aille à la police. Ça aurait pu être une possibilité. Faire un cas d'école, parce que justement, oui, c'est des ça aurait pu être une possibilité. Ce sont des choses qui arrivent beaucoup dans nos sociétés. Ouais. Et ça se règle comme ça. Et même Mao le répétiteur. Et même Mao le répétiteur, il a juste été renvoyé. Voilà. Il a juste été renvoyé, il n'a pas été mis en prison. C'est pour ça que peut-être qu'on entend le récidiviste, parce que la sanction n'est peut-être pas à la hauteur de la faute. Je vous le conseille et moi je pense que... Le débat est ouvert en tout cas. Oui, le débat est ouvert parce que... La question chez vous également, très chers téléspectateurs. Je pense que là si vous avez lu le manuscrit, peut-être qu'on aurait trouvé quelque chose. Pendant que j'écrivais, si vous avez lu le manuscrit, je crois que peut-être mon prochain, je vais vous le faire lire avant la mise en page définitive et l'impression. Peut-être que j'aurais écrit un passage où malgré tout, ils s'étaient quand même retrouvés au violon, peut-être au moins pour deux nuits, avec peut-être un peu de matraque, peut-être que... Mais là, ils ont fait amende honorable, ils sont restés tout petits dans leurs souliers, et ils ont demandé pardon, les parents ont demandé pardon, et on a tenu la page. Très bien. Et vous savez très bien que plus tard, elle retrouve l'un de ces jeunes, je ne sais pas si on va en parler, mais oui. Voilà. En fait, j'essaie de garder un peu de piment pour nous, mais si vous voulez y aller, pas de souci. Alors, je l'ai dit, il y a beaucoup de thèmes qui interviennent comme ça dans ce livre, bien que le fil conducteur soit toujours présent. On va parler un peu de sport, parce que Saint-Tiche se retrouve à regarder un match de football, voilà, en compagnie de l'héroïne, en compagnie de Saint-Tiche et de ses parents. Voilà. Et des parents de Saint-Tiche. Parce qu'elle, ses parents, notre héroïne, ses parents n'aiment pas le football. Exactement. Ils sont plutôt passionnés de politique. Et à la page 75, vous dites « Football et politique, 2 hauts lieux de passion où forcément, à chaque confrontation, pacifique ou pas, il y a ceux qui rient, il y a ceux qui pleurent. »
Bienvenue dans les deux mondes de la déraison, l'univers de la politique passion et du football passion, où il faut avoir les nerfs solides, l'esprit vif et se parer à toute éventualité. Vous faites une analogie entre le foot et la politique. Oui, ce sont deux milieux de passion, qui apportent de la joie. C'est-à-dire qu'au même moment, que ce soit en politique ou que ce soit en football, au même moment, un camp est en train de rire, un camp est en train de pleurer. On a fait des élections dernièrement au Nigeria, il y a un camp qui pleure, il y a un camp qui rit. On a joué contre le Ghana en Coupe d'Afrique, il y a un camp qui a pleuré et il y a un camp qui a ri. Notre camp, nous avons ri, la Côte d'Ivoire, quand nous avons battu le Ghana. Et c'est comme ça. C'est deux mondes de passion, mais c'est également deux mondes qui sont en fait des jeux. Il faudrait que les gens comprennent que ce sont des jeux. Que ce soit le football, c'est un jeu. Que ce soit la politique, c'est un jeu. Ces deux jeux ne doivent pas conduire à la mort. Ces deux jeux ne peuvent se solder que par deux sentences, soit le riz, soit les pleurs. Mais les pleurs de ceux qui ont perdu et non pas des pleurs pour ceux qui sont morts. Voyez. Et donc, j'ai voulu, par ce passage, puisque le livre est sorti en 2014, c'est-à-dire 3 ans après la crise post-électorale, faire comprendre aux gens que pour octobre qui arrive là, faire en sorte que ce soit politique passion, mais dans le sens du jeu. Et qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas d'atrophié à cause d'un résultat. Mais cela veut dire aussi qu'il faut que les règles soient appliquées. Si vous arbitrez un match de football et que vous tordez le cou aux règles du match, c'est sûr qu'on va passer à la violence et même à des morts. Ça, on l'a vu. On l'a vu toujours dans le football. Et on le voit aussi dans la politique. Ça veut dire qu'il faut que le jeu politique soit assez clair, assez transparent, que les arbitres, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'organiser les élections, soient crédibles et qu'ils organisent des élections transparentes et équitables, de telle sorte que ceux qui rient soient ceux qui ont gagné et ceux qui pleurent soient ceux qui ont perdu, mais que les deux camps puissent quand même s'embrasser à la fin parce que la vie continue. Très bien. Tout cela dans la transparence et sans hypocrisie. Et je saisis cette perche pour passer à la page 79, où vous parlez cette fois de la candeur des enfants. Et vous dites, quand un enfant commence à faire semblant, c'est que son âme a déjà vieilli. C'est une phrase qui m'a particulièrement interpellée, que j'ai ressortie même il n'y a pas longtemps. Quand un enfant commence à faire semblant, c'est que son âme a déjà vieilli. D'où l'importance de préserver l'enfance et l'innocence de l'enfance, parce que c'est un moment particulier où l'être humain se construit et il a besoin de garder toute son innocence et toute sa candeur, toute sa fraîcheur. On va faire le parallèle avec Mao, donc le répétiteur, qui a tenté de corrompre cette jeunesse-là, cette candeur. Et on va ici interpeller tous les adultes, parce que les enfants doivent grandir dans des environnements sains, presque immaculés, on dira, à l'abri de problèmes d'adultes, de problèmes qui pourraient les empêcher de se construire. Tout à fait. Même quand on est écrivain, c'est comme quand on a beaucoup d'enfants, il y a toujours un ou deux qui nous marquent. Effectivement, ce passage m'a également touché. On dit quand on est petit, on sait dire oui, on sait dire non. Pour un enfant, l'amitié est déjà une alliance. Il ne la brade pas. Quand il dit oui, il sourit et il adhère. Quand il dit non, il boude et il pleure. Vous savez déjà que les enfants ne pleurent pas juste parce qu'ils ont mal ou sont frustrés. Ils veulent qu'on les entende et que l'on sache qu'ils désapprouvent la situation. Aussi crient-ils si fort, et tout cela sans duplicité ni aucune once d'hypocrisie. Quand un enfant commence à faire semblant, c'est que son âme a déjà vieilli. Il était donc fort probable que Bibiche eût pu dire toutes ces choses d'elle-même. Voilà, parce que c'était la partie où Bibiche, qui est plus jeune encore que Clara et Vanessa, Bibiche, elle est la petite sœur de Saint-Tiche. Mais donc, la petite cousine également des jumelles Vanessa et Clara. Et qui, à 12 ans, elles sortent avec des jeunes gens qui leur donnent des portables, qui leur donnent un peu d'argent, elles vont en boîte, etc. Et elles pensent qu'elles ont en griffe réussi. Et Bibiche, qui est plus petite, qui a 9 ans, elle dit non, écoutez, vous n'avez pas réussi, vous êtes déjà corrompus. Et que quand je serai grande, vous ne serez pas mes modèles. Et elle a commencé à faire la morale à ses aînés, Vanessa et Clara. Voilà, les enfants peuvent nous faire la morale. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. 78, page 78, c'est Bibiche qui s'exprime, qui dit moi, quand je serai grande, vous l'avez dit, tu ne seras pas mon modèle. Et dans ce monde pourri, je ne suis pas une exception, car j'en connais qui ont des fesses plus belles que les tiennes et qui cependant les gardent intègres. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que notre héroïne, au moment, se disait, est-ce que Bibiche n'est pas en train de répéter une phrase qu'une grande personne de l'entourage de Vanessa
et de Clara et de Vanessa avaient pu prononcer. Parce qu'elle connaît d'autres jeunes filles de l'âge de Vanessa et Clara, ou même de Saint-Tiche. Et je pense que certainement, elle pensait à notre héroïne. Parce que vous allez voir que Bibiche et notre héroïne ont tous été proches. Vous allez voir, hein? Et à la fin même, c'est elle que Démosthène va envoyer en éclaireuse. Voilà, etc. Donc je pense que notre héroïne était pour Bibiche, qui est la petite, un modèle. Parce que nos enfants aussi ont besoin de voir des modèles. C'est bien beau de dire aux enfants, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais si nous-mêmes qui sommes adultes, nous ne donnons pas l'exemple, l'enfant va copier le mauvais exemple que nous montrons. Tout à fait. Voilà, ce que nous faisons sera beaucoup plus, comment dirais-je, va plus marquer leur esprit que ce que nous disons. Le plus important, ce n'est pas le discours, mais il faut que le discours soit accompagné d'actes. Et je pense que dans ce cas de figure, notre héroïne est un exemple pour Bibiche. Et c'est à partir du comportement de notre héroïne que Bibiche est capable de voir que Vanessa et Clara sont sur la mauvaise pente. Très bien. Alors, plus suffisamment de temps, j'aimerais qu'on finisse avec cette citation de Charlie Montep, qui est donc un auteur que notre héroïne rencontre, Charlie Montep. On ne fera pas d'amalgame. Non, mais Charlie Montep, ce n'est pas Charles Pément. Un livre est toujours une œuvre inachevée, quel que soit le talent de l'écrivain. Alors, vous direz de votre livre qu'il est également... Il est inachevé. Après, tout à l'heure, on a vu qu'on aurait pu écrire un passage pour emmener ces trois candidats au viol, là, ces trois jeunes voyous, délinquants, là. On aurait pu les envoyer au poste de police. Je suis totalement d'accord. Je l'ai dit, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. J'espère, très chers téléspectateurs, qu'on vous aura donné envie de lire cette œuvre, La Ligne d'Or, signée donc Charles Pément. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, mais vous le savez, dans Entre les lignes, le dernier mot est toujours laissé à l'invité. Monsieur Pément. Mais je ne sais pas si j'aurai un dernier mot. Comme une œuvre, un roman, une œuvre littéraire, une œuvre inachevée. Mon dernier mot, c'est que je suis triste parce que l'émission s'achève maintenant. Voilà.